Dans cette vidéo, on parle de compte bancaire et de compte pour investir. Entre livret A, PEL, LEP, CEL, PEA, compte titre, etc. On a vraiment de quoi s'y perdre, c'est un vrai bordel. Donc, dans cette vidéo, je te montre vraiment tous les comptes qui existent, à quoi ils servent, pourquoi tu dois en ouvrir et en éviter certains. Et c'est parti. Je m'appelle Guillaume et ça fait plusieurs années que j'investis en bourse pour faire fructifier mon argent. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre sur la bourse, de vous rassurer sur les risques et enfin, de vous rendre plus autonome dans vos investissements. Enfin, je te partagerai mon avis et ce que je fais personnellement pour mon argent. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les comptes d'épargne. Sans surprise, on retrouve un compte que l'on a tous, qu'il s'agit en premier lieu du compte courant. Ici, le plafond est illimité, donc on peut déposer autant d'argent que l'on souhaite. La liquidité est totale, donc là, vraiment, quand je parle de liquidité, cela fait référence au fait qu'on puisse récupérer notre argent à n'importe quel moment. Au contraire, une liquidité vraiment faible ou quasi nulle signifie qu'on ne peut pas récupérer notre argent. Donc par exemple, l'immobilier, vous achetez un bien, forcément, c'est un bien illiquide. Parce que forcément, une vente, ça va prendre du temps, des semaines, des mois, etc. Alors que là, sur le compte courant, on a accès à l'argent directement. Ensuite, ce compte va être à capital garanti. Donc là, ça veut dire que votre argent initialement déposé est garanti. Vous ne pouvez subir aucune perte sur celui-ci. Concernant la fiscalité du compte courant, eh bien celle-ci est de 30%. Et donc là, bah oui, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais pourquoi ? C'est parce que, historiquement, le compte courant ne rémunérait jamais, en fait. On n'avait pas d'intérêt sur l'argent déposé dans le compte courant. Aujourd'hui, avec les néobanques, comme Trade Republic ou Revolut, qui génèrent des intérêts jusqu'à 2 à 3% par an, eh bien, il faut savoir que ces intérêts générés sont bruts. Cela signifie qu'à la fin de l'année, ou au moment de votre imposition, eh bien, vous serez imposé à hauteur de 30% sur les intérêts générés. Enfin, on peut en avoir autant que l'on souhaite. Et donc son usage, c'est notamment pour les prélèvements, l'usage au quotidien, etc. Ensuite, on enchaîne avec le livret A. Donc là, c'est pareil, on doit tous en avoir un. Le plafond ici est de quasiment 23 000 €. On a une liquidité totale, un capital garanti et aucune fiscalité. Donc ça veut dire que là, les intérêts générés par le livret A sont vraiment nets. Ce ne sont pas des intérêts bruts. Et ici, le taux actuellement est autour de 1,7%. On peut enfin en avoir qu'un seul par personne. Et son usage, c'est notamment pour stocker votre épargne de précaution. Ensuite, on enchaîne avec le livret de développement durable et solidaire, le LDDS. Donc là, historiquement, pour ceux qui l'ont connu, ce compte s'appelait le CODEVI, le compte pour développement industriel. L'objectif de ce dernier, c'était de financer le développement industriel des entreprises françaises. Aujourd'hui, on l'appelle développement durable, car on a intégré les enjeux environnementaux. Enfin, le terme solidaire a été rajouté en dernier, car les intérêts générés par ce compte peuvent être tout simplement donnés à des associations solidaires et sociales. Celui-ci a un plafond de 12 000 €, une liquidité totale également, un capital garanti et aucune fiscalité sur les intérêts générés. Le taux est souvent équivalent à celui du livret A, donc 1,7%, et on ne peut en avoir qu'un seul par personne. Quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est de venir en complément du livret A. Voilà. Au cas où si vous avez rempli le livret A, vous pouvez toujours ouvrir un LDDS et inversement. Ensuite, pour les plus jeunes d'entre nous, on va avoir le livret jeune. Celui-ci a un plafond de seulement 1 600 €, une liquidité totale, un capital garanti et de la même manière, les intérêts ne sont pas imposés. En général, le taux du livret jeune est supérieur au taux du livret A. Et un jeune ne peut avoir qu'un livret jeune. Donc ici, l'idée, c'est de venir en complément du livret A et c'est pour les 12 à 25 ans. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples du 3 décembre 2025 concernant les taux du livret jeune. Donc, on retrouve en premier lieu le Crédit Mutuel qui propose un taux de 4%, le Crédit Agricole qui lui possède un taux de 2,60%. Ensuite, on a le CIC à 4% et la Société Générale à 1,70%. Donc là, on peut voir que déjà les taux peuvent aller du simple au double. Et ici, en l'occurrence, pour le mois de décembre 2025, les meilleurs compromis étaient donc le CIC et le Crédit Mutuel. Enfin, on a le livret d'épargne populaire, autrement dit le LEP. Celui-ci aujourd'hui a un plafond de 10 000 €, il a une liquidité totale, le capital est une fois de plus garanti et il n'y a aucune fiscalité sur les intérêts générés. Son taux est de 2,7% et on ne peut avoir qu'un LEP par personne. Cependant, celui-ci est réservé aux ménages ayant un revenu fiscal de référence, donc le revenu qui sert au calcul des impôts, inférieur à 22 823 €, donc pour une part.
Donc là, voilà, forcément, c'est à ajuster en fonction de votre situation. L'idée derrière, c'est de pouvoir aider les ménages les plus modestes à avoir des intérêts qui sont générés sur leur épargne. Ensuite, on va avoir le compte épargne logement, donc le CEL. Celui-ci a un plafond de 15 300 €, une liquidité totale, un capital garanti et aucune fiscalité. Son taux est de 1,25% et on ne peut en avoir qu'un seul par personne. Ici, l'idée c'est de préparer un achat immobilier et éventuellement d'avoir un emprunt immobilier à taux réduit. Là, son cousin, le plan épargne logement, le PEL, donc voilà, très connu. Celui-ci va avoir un plafond de 61 200 €. Cependant, on va avoir ici une liquidité vraiment du coup, beaucoup moins avantageuse que les autres comptes, puisqu'ici l'argent est bloqué 4 ans. Le capital est cependant garanti et on a une fiscalité de 30%. Donc autrement dit, on applique la flat tax. Enfin, le taux d'intérêt pour le PEL est aujourd'hui d'environ 1,75%. On ne peut avoir qu'un PEL par personne, et donc comme le CEL, donc là les deux vont un peu de pair, c'est pour préparer l'achat immobilier et l'accès à un emprunt à taux réduit. Maintenant, je vous propose une petite comparaison du CEL contre le PEL. Donc tout d'abord, le CEL est beaucoup plus liquide que le PEL, car pour ce dernier, l'argent est bloqué pendant au moins 4 ans. La contrepartie, c'est que qui dit argent bloqué dit taux de rémunération plus élevé normalement. En l'occurrence, c'est le cas, le PEL a un taux plus élevé que le CEL. Et enfin, le CEL, lui, n'a pas d'engagement de versement, là où le PEL nous implique de verser au moins 540 € par an. Donc en conclusion, le CEL, lui, est vraiment un contrat beaucoup plus flexible, et donc on va plutôt l'utiliser pour des projets immobiliers incertains, là où pour le PEL, notamment dû à l'argent bloqué, on va plutôt l'utiliser pour des projets immobiliers concrets. Ici, je vous présente un petit tableau récapitulatif pour que vous ayez une vue d'ensemble et que vous puissiez faire pause au moment de la vidéo. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que je fais de mon salaire ? D'un côté, on va avoir l'épargne. Celui-ci est constitué de tous les comptes qu'on a vus précédemment, donc à savoir le livret A, le LEP, etc. Une bonne pratique est d'avoir 6 mois à 1 an de dépenses afin d'être serein face à tous les imprévus de la vie. Donc forcément, cette règle, elle est à ajuster en fonction de vos besoins. Ensuite, une fois qu'on a bien épargné, on va chercher à faire fructifier son argent. C'est là qu'intervient le domaine de l'investissement. Donc celui-ci est composé de l'immobilier, donc très connu en France, de la bourse, etc. Sur cette chaîne, on va parler uniquement de bourse et on laissera de côté les dimensions immobilier et tout ce qui est objet de collection, etc. Et une fois de plus, une bonne règle vraiment importante quand il s'agit d'investir, c'est de n'investir uniquement que l'argent dont on n'a pas besoin, notamment à court terme. Parce que par exemple, là, dans 5 ans, le marché pourra peut-être être au plus bas, et si vous avez besoin de retirer cet argent, alors c'est vraiment le meilleur moyen de réaliser des pertes en vendant au pire moment. Donc vraiment, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Et maintenant que je vous ai montré les deux possibilités de ce que je fais avec mon salaire, je vais vous montrer plus précisément comment organiser votre épargne. Donc, quel compte pour épargner ? Donc là, on retrouve tous les comptes d'épargne que l'on a vus précédemment. Tout d'abord, le compte courant n'est pas un compte d'épargne. Celui-ci est vraiment utilisé pour réaliser les transactions du quotidien. Ensuite, à la fin de cette liste, on retrouve le CEL et le PEL. Donc là, si vous n'avez pas de projet immobilier à court ou moyen terme, ceci ne nous intéresse pas. Il nous reste donc ces 4 livrets. Maintenant, on sait que ces 4 livrets sont à capital garanti. Cela signifie qu'on ne peut perdre aucun argent. Et de manière rationnelle, on va vouloir ouvrir le compte qui nous donne le meilleur taux de rémunération. Là, le livret A est à 1,7%, le LDDS à 1,7%, le livret jeune entre 1,7 et 4% et le LEP à 2,7%. Donc, de façon rationnelle, on va vouloir ouvrir un LEP ou un livret jeune, si on est éligible, bien évidemment. Et enfin, on va venir compléter avec un livret A et un LDDS, car le LEP ou le livret jeune ont des limites de dépôt qui s'atteignent relativement facilement. Et enfin, si vous avez un projet immobilier, alors là, on va pouvoir venir compléter tous ces livrets avec un CEL ou un PEL. Maintenant que l'on sait quel compte ouvrir pour épargner son argent, on va pouvoir passer à l'autre penchant de ce que je fais avec mon argent, à savoir l'investissement. Tout d'abord, on retrouve le PEA, le plan d'épargne en action. Celui-ci possède un plafond de dépôt de 150 000 €. L'argent ici va être bloqué 5 ans. Donc là, pourquoi je mets bloqué entre guillemets ?
C'est parce qu'en réalité, vous pouvez retirer l'argent que vous avez investi de votre PEA directement sur votre compte courant. Sauf que cette action impacte fortement en fait la longévité de votre PEA. Concrètement, au bout de 8 ans, vous allez devoir fermer votre PEA si vous avez effectué un retrait avant 5 ans. Par contre, si vous n'avez pas effectué de retrait avant 5 ans, alors vous allez pouvoir garder votre PEA à vie. L'autre implication de ne pas retirer son argent avant 5 ans, c'est de bénéficier d'un avantage fiscal. Concrètement, avant 5 ans, vos gains et bénéfices seront imposés à hauteur de 30%. Après 5 ans, ces mêmes gains seront imposés à hauteur de 17,2%. À savoir que la fiscalité du PEA, donc l'imposition sur vos gains, intervient uniquement lorsque vous retirez l'argent de votre PEA vers votre compte courant. Tant que l'argent reste dans le PEA, alors il n'y a pas besoin de déclarer ses gains. Ensuite, on ne peut avoir qu'un PEA par personne. Et on a un avantage fiscal, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que on ne peut investir que dans les actions européennes. C'est vraiment la limite principale du PEA. Enfin, une bonne pratique est d'ouvrir son PEA dès que possible. Pourquoi ? Parce que le décompte des 5 ans commence uniquement quand vous avez ouvert votre compte et pas quand vous avez acheté votre première action. Ensuite, on va retrouver le PEA PME. Donc PME pour petites et moyennes entreprises. Globalement, les caractéristiques de ce compte vont être exactement les mêmes que celui du PEA. À l'exception ici du plafond, qui est de 225 000 euros au lieu de 150 000 euros pour le PEA. L'argent reste bloqué 5 ans, la fiscalité est identique au PEA. On ne peut en avoir qu'un par personne. Et là ici, les limites, ça va être qu'on va être restreint aux PME européennes. Donc pourquoi ouvrir un PEA PME ? Donc déjà de une, c'est si vous avez rempli votre PEA, donc si vous avez mis 150 000 euros dans votre PEA. Et enfin, si vous vous y connaissez en petites et moyennes entreprises, car on sait très bien qu'une petite entreprise va induire plus de risques potentiellement. C'est pourquoi le PEA PME vient plutôt en tant que complément du PEA et pas avant le PEA. Ensuite, un autre compte très important qui vient vraiment au même niveau que le PEA, il s'agit du compte titre ordinaire, le CTO. Donc celui-ci ne possède aucun plafond de versement. La liquidité est totale. Donc là concrètement, aujourd'hui, je verse 100 euros sur mon compte titre. J'achète des actions. Dans 5 jours, je revends mes actions. J'ai fait des gains. Je peux très bien récupérer l'argent de mon compte titre vers mon compte courant. Enfin, la fiscalité est très simple. Là, c'est dès que vous vendez, vous subissez 30% d'imposition sur les gains. On peut en avoir autant que l'on le souhaite. Et donc concrètement, il n'y a aucune limite. Le principal atout du compte titre et pourquoi il faut en avoir un à côté de son PEA, c'est qu'il permet d'accéder au marché étranger. Donc à savoir US, japonais, chinois, etc. Ensuite, on retrouve l'assurance vie. Donc là, au même titre que le compte titre, on peut verser autant d'argent que l'on le souhaite. La liquidité est partielle, donc cela signifie que l'on peut faire un rachat partiel ou total. Concrètement, un rachat partiel, c'est j'ai 1000 euros sur mon assurance vie, j'en retire 500, j'en retire jusqu'à 999 euros. Un rachat total, c'est j'ai 1000 euros sur mon compte, je récupère les 1000 euros et donc je ferme l'assurance vie. La fiscalité, elle, est de 30% avant 8 ans. Après 8 ans, elle devient plus favorable. Je peux avoir autant d'assurance vie que je veux et quand vous placez votre argent dans une assurance vie, vous avez deux choix. Le premier choix, très sécuritaire, c'est le fonds euro. Ici, on est à capital garanti, donc un rendement faible, mais un capital qui ne peut subir aucune perte. La seconde possibilité, ce sont les unités de compte. Ici, on va pouvoir investir notre argent sur les marchés financiers à travers les ETF, les obligations ou tout type de contrat créé par l'émetteur de votre assurance vie. Enfin, les principales qualités de l'assurance vie, c'est qu'il s'agit d'un outil de transmission optimisé. Concrètement, vous pouvez transmettre votre assurance vie et tout ce qui est compris dedans à vos enfants. Ce n'est pas le cas avec le PEA, par exemple. Et enfin, une bonne pratique, donc là, au même titre que le PEA, c'est d'ouvrir son assurance vie dès que possible pour lancer le décompte des 8 ans et de bénéficier le plus rapidement possible de l'avantage fiscal au-delà des 8 ans. De mon côté, ce que je peux vous conseiller, c'est de voir vraiment ça avec votre banque, car là, l'assurance vie est vraiment beaucoup plus complexe qu'un simple compte titre ou un PEA. Et enfin, pour terminer, on retrouve le PER, le plan d'épargne en retraite. Celui-ci, comme l'assurance vie, ne possède aucun plafond de versement. Cependant, la liquidité est très stricte ici, car votre argent versé est bloqué jusqu'à la retraite.
Concrètement, il existe quelques exceptions que l'on appelle un déblocage anticipé. Et donc les raisons, la principale c'est d'acheter sa maison, donc résidence principale, ou bien de subir un accident de la vie. Donc là beaucoup moins prévisible. Enfin, et ça c'est vraiment le cas nominal, c'est de faire un retrait sous forme de capital ou de rente une fois que vous êtes en retraite. On peut avoir autant de PER que l'on le souhaite, et les supports sont similaires à l'assurance vie. Donc, un fonds euro ou des unités de compte. L'avantage principal du PER réside dans sa fiscalité. Donc ici, quand on parle de PER, on parle d'avantage fiscal différé dans le temps. Concrètement, comment fonctionne le PER ? Aujourd'hui, si vous placez de l'argent dans votre PER, eh bien celui-ci va servir à venir réduire la base imposable de votre prochaine déclaration d'impôt, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Cependant, ce gain d'impôt aujourd'hui n'est pas gratuit, vous aurez un rattrapage une fois que vous passerez en retraite. Donc concrètement, pour rendre cette opération rentable pour vous, c'est de faire l'hypothèse suivante. C'est que aujourd'hui vous travaillez, vous êtes imposé à un certain taux, donc à un taux marginal d'imposition, donc le TMI, imaginons de 30%, et bien vous faites l'hypothèse qu'en retraite, vous serez imposé plus faiblement, donc avec un TMI à 0 ou 11%. Si vous restez à un taux d'imposition de 30% et que vous étiez déjà à 30% quand vous travaillez, alors en fait le PER ne vous permet pas de gagner de l'argent. La principale conséquence de ça, c'est de ne considérer l'ouverture d'un PER que si votre TMI est supérieur à 30%, si vous êtes déjà fortement imposé. Si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'imposition, donc que votre TMI est de 0 ou 11%, alors ne considérez pas le PER, vous n'en aurez pas de grands bénéfices. Et là, au même titre que l'assurance vie, je vous conseille de vraiment vous rapprocher de votre banque afin de savoir plus précisément, notamment au niveau des chiffres, la pertinence de l'ouverture d'un PER. Voilà, ça y est, on a fait le tour de tous les comptes pour investir en bourse. Et donc maintenant, on va faire un récapitulatif pour préciser tout ça. Donc là, je rappelle quelques conseils. Donc tout d'abord, on va vouloir ouvrir un PEA pour lancer le décompte des 5 ans. Ensuite, ouvrir une assurance vie pour lancer le décompte des 8 ans. Donc là, dans ces deux cas de figure, il suffit d'ouvrir le compte et pas d'acheter ou d'investir. Vraiment, ouvrez-le, mettez 50 € dedans et ça fera très bien l'affaire. Et enfin, une bonne pratique à rappeler, c'est d'investir uniquement une fois que vous avez votre épargne de précaution. Donc maintenant, je vais vous rappeler du coup tous les comptes pour investir en bourse. Donc on retrouve tout d'abord le PEA, le compte titre, l'assurance vie et le PER. Concrètement, le PEA et le compte titre, ce sont les indispensables. Pourquoi ? Car le PEA permet d'investir en Europe avec un avantage fiscal, conséquent notamment après 5 ans de détention, et le compte titre permet d'investir dans l'intégralité du monde et surtout ne possède aucune limite de versement. En complément, on va retrouver l'assurance vie. Pourquoi ? Ici, on peut retrouver des ETF dedans et surtout, le gros avantage, c'est que c'est un outil de transmission vraiment hors norme comparé au PEA ou au compte titre. Enfin, on a le PER. Ici, on va plutôt être sur une optimisation fiscale et donc qui va venir vraiment en dernier lieu comparé au PEA, au compte titre et à l'assurance vie. C'est si vraiment votre PEA est rempli et si vous êtes vraiment fortement imposé aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette liste n'était pas trop lourde. Malheureusement, il y a beaucoup de variantes et donc du coup, il faut vraiment poser les choses à plat pour s'y retrouver. En ce qui me concerne, du coup, j'ai rempli mon LEP. Voilà, aujourd'hui, concernant ma situation, ça me suffit largement. J'ai ensuite un livret A. Donc là, voilà, ça va me permettre de continuer d'épargner un petit peu et de mettre mon argent qui me sert du coup justement pour les vacances. Et ensuite, j'ai un PEA, un compte titre. Et donc là, voilà, tout le reste va dans le PEA, le compte titre, afin que cet argent puisse fructifier et gagner de la valeur au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.